Sur Internet, il y a cette tendance santé absolue qui nous dit qu'il faut boire des litres et des litres d'eau pure chaque jour pour, soi-disant, purifier l'organisme, quoi. Oui, c'est vraiment le conseil bien-être par excellence qu'on entend partout. Exactement. Mais la réalité médicale est parfois terrifiante. En réanimation, cette même eau pure peut littéralement se transformer en un poison neurotoxique foudroyant. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va faire une analyse approfondie pour décoder un document clinique fascinant sur la maîtrise de l'hyponatrémie. L'objectif, c'est de transformer un algorithme médical super complexe en un voyage hyper logique à travers la mécanique des fluides du corps humain. C'est ça. Et nos sources tracent vraiment un parcours clinique complet qui part de la physiopathologie de base pour aller jusqu'à l'algorithme thérapeutique d'urgence. C'est de la haute précision. Du coup, pour qu'on soit tout de suite dans le concret, je propose qu'on commence direct avec un premier cas pratique tiré du document. Alors, on a un patient de 72 ans qui arrive aux urgences pour une confusion aiguë et des troubles de la marche. En gros, il trébuche et il perd la tête. Alors là, face à une altération de la conscience comme ça, la première étape absolue, c'est d'évaluer les constantes vitales et de prescrire un ionogramme sanguin en urgence. C'est la prise de sang pour voir les sels minéraux, c'est ça, hein? Tout à fait. Et vu son état neurologique, l'orientation se fait direct vers le box de déchocage pour une surveillance maximale. D'accord. Mais alors, pourquoi ce monsieur est-il confus? Le ionogramme revient et montre une hyponatrémie. Si on décortique le mot, hypo, c'est le manque, et natrémie, c'est le sodium, le sel. Donc, le gars manque de sel, on lui donne du bouillon et c'est bon, non? Eh ben non. C'est vraiment la grande illusion et c'est un piège mortel. Le concept clé, c'est de confondre qu'un sodium, le fameux Na+, inférieur à 135 millimoles par litre, ça signifie en fait une hyperhydratation intracellulaire. Attendez, intracellulaire, donc à l'intérieur des cellules. C'est ça. On l'abrège souvent en IC. En fait, le contenu en eau est devenu beaucoup trop grand par rapport au stock de sodium. C'est pas qu'on manque de sel, c'est qu'il y a trop d'eau. Ah ouais, c'est fou. Si je reprends le schéma des compartiments du document, l'eau totale, ça représente 60% du poids de notre corps, c'est bien ça? Exactement. Intérieur vers l'intérieur des cellules. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Le sang est tellement dilué que l'eau va chercher à rentrer dans les cellules pour équilibrer. C'est comme une éponge sèche qu'on jetterait dans un seau d'eau douce, elle se met à gonfler à fond. C'est une excellente analogie. Et quand ces éponges sont vos neurones, enfermés dans la boîte crânienne qui, elle, ne peut pas grandir, ça crée une pression énorme. D'où la confusion du patient. Ok, je comprends mieux l'urgence. Mais comment on sait avec certitude que c'est un excès d'eau? On a un dashboard, un tableau de bord avec une formule. On estime l'osmolalité plasmatique qu'on appelle la POSM. La norme, c'est autour de 285 milliosmol par kilo. Et on la calcule comment, cette POSM? Très simple. On prend la concentration de Na+, le sodium, on la multiplie par 2 et on ajoute la glycémie, le taux de sucre. Attendez, je vois dans les notes qu'on n'inclut pas l'urée dans ce calcul. Pourquoi? Ah, c'est crucial. L'urée, c'est un déchet qui diffuse librement à travers les membranes. Elle passe partout sans attirer l'eau d'un côté ou de l'autre. Elle ne fait pas bouger l'eau, donc on l'ignore dans ce calcul. D'accord. Faisons un test avec un autre cas pratique. On a une patiente avec un Na+, à 128 et une glycémie à 5,5. Ok, alors je fais le calcul. 128 x 2, ça fait 256, plus la glycémie à 5,5, ça nous donne une POSM à 261,5. Et donc, c'est inférieur à la norme des 285. C'est même inférieur à 280, qui est notre seuil d'alerte. Donc ça confirme à 100% une véritable hyperhydratation intracellulaire. Il faut la prendre en charge. Bon, là, il y a un truc qui m'échappe. Si on a trop d'eau, pourquoi le rein ne fait pas juste son boulot? Pourquoi il n'urine pas toute cette eau en trop? Eh bien parce que le rein a ses limites, tout simplement. Sa capacité maximale de dilution, c'est 60 milliosmoles par kilo d'eau. En clair, le rein ne peut pas excréter de l'eau pure. Il y a toujours besoin d'un peu de déchets ou de sel pour faire sortir l'eau. Ah, donc l'eau reste bloquée? D'ailleurs, le document montre un schéma des reins avec 3 grands mécanismes de blocage. Le premier, c'est quand la capacité est dépassée, c'est-à-dire que les entrées dépassent les sorties. Il y a le cas extrême de la potomanie, les gens qui boivent plus de 10 litres par jour. Mais il y a aussi ce truc dingue, le syndrome TN-TOST, le régime thé et biscotte. Oui, ça c'est terrible sur les personnes âgées. Elles mangent très peu, presque plus de protéines ou de sel. Leur rapport osmolaire journalier tombe à environ 120 milliosmoles. Du coup, comme elles n'ont pas de particules pour faire sortir l'eau, dès qu'elles boivent 2 litres d'eau, ça déclenche une hyponatrémie. Le rein est dépassé par le bas en quelque sorte. C'est fou. Le deuxième mécanisme sur le schéma, c'est le reset osmostat, un genre de capteur altéré. C'est ça. Le seuil de déclenchement de l'ADH, l'hormone antidiurétique qui empêche d'uriner, est abaissé anormalement. On voit ça pendant la grossesse par exemple. D'accord. Et le troisième, c'est l'excrétion diminuée. La valve est bloquée. Voilà. Soit l'ADH est basse parce que le rein est abîmé, typiquement une insuffisance rénale sévère avec un DFG, le débit de filtration glomérulaire, inférieur ou égal à 20 ml par minute. Soit, à l'inverse, l'ADH est stimulé à fond par une hypovolémie, comme une insuffisance cardiaque ou une cirrhose, ou par un syndrome qu'on appelle le SIADH. On y reviendra. J'ai hâte de décortiquer ça. Mais juste pour finir sur ces blocages, on a un cas pratique. Un patient âgé avec un régime thé et biscotte, donc apport osmolaire quasi nul, qu'est-ce qu'on fait? On l'oriente en médecine interne. Et la posologie est logique. Reprise d'une alimentation normale, avec des protéines et du sel, pour redonner du carburant au rein, et on ajoute une restriction hydrique modérée. Ok, donc on limite l'eau et on nourrit. Logique. Mais comment on sait si on a le temps ou si c'est l'extrême urgence? Là,
On utilise la classification ERBP de 2014 pour European Renal Best Practice. Ça différencie clairement les symptômes. Les modérés, c'est nausée mais sans vomissement, confusion légère, céphalée. Et le panneau rouge sur le schéma, l'urgence vitale. Là, on est sur des vomissements, une détresse cardio-respiratoire, une somnolence profonde, de la comitialité, c'est-à-dire des convulsions, et le coma, avec un score de Glasgow inférieur ou égal à 8. D'ailleurs, cas pratique suivant. On a un patient avec un NAD+, à 118 millimoles par litre qui présente des convulsions. C'est un symptôme sévère. Évidemment. Là, on décrète un transfert immédiat en réanimation ou en USI, l'unité de soins intensifs. Il faut un monitorage continu sur scope multiparamétrique et surtout on pose une grosse voie veineuse, un cathéter de calibre 18G pour pouvoir perfuser très vite. Waouh, ok, ça rigole pas. Bon, maintenant j'aimerais qu'on décortique l'algorithme diagnostique. Les médecins utilisent des sortes de filtres successifs. L'étape 1, c'est le filtre plasmatique. C'est ça, on reprend notre pause-molle de tout à l'heure. Si la pause-molle est supérieure ou égale à 280, attention, c'est un piège, c'est une fausse hyponatrémie. Un piège? Comment ça? Ça peut être factice, à cause d'une hyperprotéidémie ou d'une hyperlipidémie qui fausse la machine, ou alors c'est une pseudo-hyponatrémie hypertonique, par exemple avec une grosse hyperglycémie ou une intoxication au méthanol ou à l'éthanol. Et ça fait quoi concrètement? Ces substances attirent l'eau hors des cellules vers le secteur extracellulaire, donc le sang est dilué, le sodium baisse, mais les cellules, elles, ne gonflent pas, elles se vident. Ah oui, et j'ai le cas pratique parfait pour illustrer l'étape 1. Un patient diabétique, NAD+, à 125 et une glycémie explosive à 35. Sa postmol calculée est bien supérieure à 280. Alors là, la règle est stricte. Il ne faut surtout pas corriger le sodium. L'application, c'est une insulinothérapie intraveineuse au pouce-seringue. En faisant baisser le sucre, l'anatrémie se corrigera d'elle-même. Ok, donc il faut vraiment que la postmol soit inférieure à 280 pour dire ok, c'est une vraie hyponatrémie hypotonique et passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est le filtre urinaire. On regarde le rein avec l'osmolalité urinaire, l'OSMU. Exactement. Si le SMU est inférieur à 100 milliosmoles par kilo, ça veut dire que le rein dilue au maximum. Il sort de l'eau claire. Sa réponse est adaptée. Donc le problème vient d'en haut, de ce qu'on boit. Voilà, typiquement la potomanie ou les gros buveux de bière. Par contre, si l'osmu est supérieur à 100, là il y a un souci. La réponse est inappropriée, le rein n'arrive pas à excréter l'eau libre. Et là on passe à l'étape 3. Attendez, faisons le cas pratique de l'étape 2 avant. Un jeune patient psychiatrique avec un NA+, à 122 et une OSMU à 65. 65 c'est inférieur à 100, donc le rein fonctionne bien. Le diagnostic, c'est une potomanie, on l'oriente en psychiatrie avec une restriction hydrique stricte, c'est-à-dire moins d'1 litre par jour. Parfait. Donc, si le rein fait mal son travail, on passe à l'étape 3. On regarde le statut volémique, le secteur extracellulaire. Je vois ça un peu comme un système de tri postal ultra précis pour trouver d'où vient le colis défectueux. C'est une bonne image, on a 3 états volémiques. D'abord, l'hypovolémie. C'est une déshydratation extracellulaire. Les tuyaux sont un peu vides, le sodium urinaire, l'UNA, est inférieur à 30 millimoles par litre. Parce que le rein retient le sel pour essayer de garder l'eau. Tout à fait. C'est un déficit en Na+, et en eau, ce qui stimule l'ADH. Petite note au passage, l'UNA peut être artificiellement maintenu si le patient prend des diurétiques. Ok. Le deuxième état, c'est l'euvolémie. Volume normal, clinique normale, l'UNA est supérieur à 30. C'est un pur excès d'eau. Et là, on suspecte en diagnostic principal un SIADH. Le fameux SIADH. Et le troisième état? L'hyperhydratation extracellulaire. Le patient a des œdèmes, il y a un excès global, mais plus d'eau que de sel. Paradoxalement, c'est une hypovolémie dite efficace qui stimule l'ADH, souvent à cause d'une insuffisance cardiaque ou d'une cirrhose. Ça tombe bien, on a le cas pratique de l'étape 3 binaire. Un patient cirrhotique avec acide, donc du liquide dans l'abdomen, des œdèmes et un Na+, à 126. Typique de l'hyperhydratation extracellulaire. On l'oriente en hépatogastro-entérologie. L'application clinique, ce sont des diurétiques de lance, comme le furosémide, de la spirolactone, et une restriction sodée stricte. Pas de sel. D'accord, bon. Ce fameux SIAD revient tout le temps. C'est le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Et comment on est sûr que c'est ça? Le truc avec le SIAD, c'est que c'est un diagnostic d'élimination. Les critères sont hyper stricts. Il faut avoir une POEM-SM inférieure à 275, une OSM U supérieure à 100, une uvolémie clinique stricte, un UNA supérieur à 30 et une uricémie, donc l'acide urique, inférieure à 240 micromoles par litre. Et il y a même des conditions d'exclusion, les croix rouges sur notre schéma. Oui, il faut absolument l'absence d'hypothyroïdie sévère, l'absence d'insuffisance cortico-surrénalienne, pas de traitement diurétique récent, et il faut que la fonction rénale soit normale. Oula, ça fait beaucoup à vérifier. Dans le cas pratique d'un patient suspect de SIADH, on fait quoi en premier du coup? Le bilan urgent. Une prise de sang pour doser la TSH, la thyroid stimulating hormone, et la cortisolémie à 8 h du matin pour écarter les problèmes de thyroïde et de surrénale. Et une fois qu'on a confirmé que c'est bien un SIADH, on cherche la cause. La cartographie étiologique nous montre 4 grands pôles. Premier pôle, le SNC, le système nerveux central, genre méningite ou AVC, et les poumons, comme l'asthme ou une pneumopathie. C'est ça.
Le deuxième pôle, ce sont les tumeurs, comme le carcinome bronchique ou la prostate. Troisième pôle, les médicaments. J'ai vu la carbamazépine, les antidépresseurs IRS comme la fluoxétine, l'allopéridol et même des drogues comme l'ecstasy. Exact. Et le dernier pôle, ce sont les autres causes, typiquement la période post-opératoire qui génère un stress massif. Alors, cas pratique sur le SIADH médicamenteux, une patiente de 65 ans sous fluoxétine qui présente un SIADH sévère. Application immédiate. Arrêt de l'antidépresseur, déclaration obligatoire de pharmacovigilance, et on fait un relais psychiatrique pour lui trouver un autre traitement. Bon, alors là, on arrive à la question vitale, la règle d'or. Admettons qu'on ait trouvé la cause. Si le patient manque de sodium, on lui remet une bonne dose très vite et on le guérit en 1 heure, non? Surtout pas. Ah bon? C'est le danger absolu. Si on corrige le sel trop vite, on déclenche une démyélinisation osmotique. On l'appelle aussi myélinolyse centropontine. En gros, l'eau va quitter les neurones avec une telle violence que les cellules vont se ratatiner, ce qui détruit la gaine de myéline. Ce sont des lésions neurologiques irréversibles. Oh mon Dieu. Donc il y a un compteur de vitesse à respecter. Un compteur très strict. Le maximum absolu, c'est plus 10 millimoles par litre lors des premières 24 heures. Ensuite, plus 8 millimoles maximum pour les 24 heures suivantes. Le plafond total est de 18 en 48 heures, jamais plus. Mais comment on réagit si on a été trop vite? Il y a une formule pour l'excès d'eau, je la vois. 60% multiplié par le poids, multiplié par, entre parenthèses, la natrémie sur 140 moins 1. Oui, si on voit qu'on a franchi la limite, on fait machine arrière en urgence. On administre du glucosé à 5% ou de l'AVP, l'arginine vasopressine, qu'on appelle aussi desmopressine, pour rabaisser le sodium et refaire rentrer un peu d'eau dans les cellules. Cas pratique de la règle d'or, on a un patient de 70 kg avec un A+ initial à 110. Très bas. L'objectif à H+24, c'est 120 strictement. On contrôle toutes les 4 heures. Si à H+12, on s'aperçoit qu'il est déjà à 122, on arrête tout. Perfusion immédiate de G5% et on appelle le réanimateur. D'accord, c'est vraiment de la microgestion. Et pour les traitements chroniques, à long terme, selon la volémie. Si le patient est hypovolémique, on apporte du NaCl à 0,9% en perfusion lente et on assouplit la restriction d'eau. S'il est uvolémique, avec un SIADH, c'est la restriction hydrique stricte. Et si ça marche pas, la restriction? Là, on fait appel à l'expert. On peut donner un apport d'osmol, comme de l'urée, ou un médicament, comme le tolvaptan, qui est un bloqueur des récepteurs V2 du rein. Enfin, pour les hypervolémiques, c'est restriction sodée stricte et diurétique. Justement, cas pratique chronique, un patient SIADH en échec de restriction hydrique. Son osmu est bloqué à 600. Application. On le traite par urée-péros, préparé spécifiquement en pharmacie, ou alors par tolvaptan, mais sous stricte surveillance. Bon, il nous reste un dernier point, l'urgence sévère. Et si le patient convulse au moment même où on se parle? On va pas attendre 24 heures avec notre compteur de vitesse. Ah, là, c'est différent. C'est l'action rapide de sauvetage. Les conditions, c'est un Na+ inférieur à 120 couplé à un coma ou des convulsions. À T0, on lance une perfusion intraveineuse rapide de NaCl hypertonique à 3%. À quelle dose? 150 ml en 20 minutes. Le but, c'est de gagner juste plus 5 mmol par litre rapidement, pour faire dégonfler le cerveau de quelques millimètres et lever le risque vital. Ensuite, on prend le relais avec du NaCl normal à 0,9%, avec un maximum à 130. Il y a une note de surveillance critique en USI qui parle du potassium. Je cite « Corriger impérativement toute hypocalémie ». Pourquoi? Parce que si on donne du potassium, ce potassium va rentrer dans les cellules et chasser le sodium vers le sang. Ça fait remonter la natrémie encore plus vite. Ça augmente dramatiquement le risque de correction trop rapide. Tout est lié. Dernier cas pratique, l'urgence absolue, patiente en état de mal épileptique, Na+ à 112. Direction le déchocage ou l'USI. On balance 150 ml de NaCl 3% en 20 minutes chrono, au pouce-seringue, sur une voie centrale ou une grosse voie périphérique. À la 20e minute, on fait un ionogramme. Si les convulsions persistent, on fait un deuxième bonus. Waouh! Si je devais résumer ce fameux dashboard intégré pour notre audience, c'est une vraie checklist mentale pour l'équipe soignante. 1. Convulsion. Si oui, NaCl 3%. 2. Posme basse, pour confirmer la vraie hyponatrémie. 3. Urine concentrée, pour voir si le rein bloque. Et 4. Volume extracellulaire normal ou pas. C'est un résumé parfait. Avec toujours la règle absolue partagée par tous les soignants. Jamais plus de 10 millimoles par litre de correction en 24 heures. C'est vraiment fascinant. Merci de nous avoir traduit tous ces mécanismes vitaux qui se jouent dans nos cellules. Avec grand plaisir. Avant de se quitter, je voudrais proposer une pensée un peu provocatrice à quiconque écoute. On vit dans une société obsédée par le bien-être, qui nous matraque qu'il faut boire des litres d'eau pour purifier notre corps. Mais ce document, cette plongée qu'on vient de faire, ça nous prouve que l'eau pure, dès l'instant où notre équilibre interne est rompu, peut littéralement devenir un poison neurotoxique. Ça invite vraiment à repenser notre rapport à l'hydratation, non pas en suivant des modes, mais en écoutant la physiologie de notre corps. C'est une belle conclusion. Ça laisse à réfléchir. Merci encore à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette exploration très intense. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Au revoir.